Changement de décor, du travail assisté à l'ennui programmé. Et s'il y avait un revers de la médaille, ben oui, je crois que vous l'avez compris, hein, il y a un revers et pas qu'un d'ailleurs à cette médaille liée à notre recours croissant à l'intelligence artificielle. On en parle tout de suite avec Karine Deleuze, c'est ma prochaine intervenante. Elle est psychothérapeute clinicienne spécialiste des impacts du numérique sur la santé mentale. Elle est là, elle est prête. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Ça va bien, Karine ? Très bien, merci. Bon. Merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Je vais un peu plus loin dans les éléments de biographie que je viens de dénoncer rapidement. Psychothérapeute clinicienne, je l'ai dit, experte de l'impact psychique de la surexposition au numérique, je l'ai dit également. Ce que je n'ai pas dit et qui est important, on en parlera pendant notre entretien, c'est que vous êtes la fondatrice d'un concept qui s'appelle le fugitisme. Joli mot, joli néologisme que vous explorez à travers des conférences, des actions de terrain, mais aussi des livres. Hein. Vous êtes d'ailleurs la co-auteure d'un ouvrage qui s'appelle Sous écran total. Décidément, vous avez le sens de la formule. Du mythe de l'homme augmenté à la cyberaddiction. Votre mantra, c'est défendre une écologie du temps et de l'attention. On va parler de tout ça avec vous, Karine, maintenant. D'une manière générale, quels sont pour vous les bienfaits, mais aussi les menaces, hein, on a dit qu'on regardait les deux faces de la pièce, de cette vie sous écran total, comme vous l'appelez vous-même. Comment nos comportements, nos usages s'en trouvent transformés, comment nos interactions avec nos semblables évoluent également sous écran total. Alors déjà, le numérique, c'est un bel outil, c'est très bien. On peut même dire que c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est un outil créatif, c'est un outil de lien, c'est un outil de rapidité. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. C'est surtout du côté de l'usage, en fait, qu'il y a un souci. Si on utilise tout ce numérique, toute cette IA comme un outil, tout va très bien. Simplement, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, je parle souvent des écrans. Hein, les écrans sont vraiment devenus une extension de nous, un objet transitionnel, un doudou qui nous accompagne partout, tout le temps. On est en hyperconnexion. Même dans sa tête, je vois beaucoup d'enfants. On décroche jamais, quoi. Oui, même quand ils ne jouent pas aux jeux en ligne sur lesquels ils sont, ils y pensent. En fait, ils sont tout le temps connectés. Donc, la problématique, en fait, c'est bien l'usage au-delà de l'outil. Ensuite, comme le titre l'indique, sous écran total, c'est d'avoir en permanence aujourd'hui un écran entre nous et le réel. Un filtre. C'est la caverne de Platon. Tout à fait. Ouais. Et donc, on n'a plus de lien si on n'a pas d'écran. On n'a plus de réflexion si on n'a pas d'écran. Donc, tout vraiment passe par l'écran. C'est un 360 degrés parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un acteur de cette société si on n'est pas connecté. Donc, on est quand même à marche forcée, il faut bien le reconnaître. Dans une des définitions de l'addiction, qui est pour moi ma préférée et la plus pertinente, la définition, c'est quand on ne peut pas faire sans. Donc, je pense que quand la société nous met à marche forcée pour être connecté à 360 degrés, elle nous demande évidemment de cette façon d'être addicts. Donc, nous sommes en effet tous addicts aux écrans. Tous addicts, effectivement, il n'y a pas que les enfants. Votre grand dada, et vous le dites vous-même, c'est la temporalité, oui. Karine. Et pendant que je dis ça, je vais peut-être vous inviter d'ailleurs à vous repositionner légèrement parce que vous êtes en train de tourner le dos voilà, aux personnes qui sont de ce côté-là et aussi à la caméra qui est en train de capter notre entretien. Et je me dis que c'est dommage qu'on ne vous voit pas en pleine lumière. Donc sur ces questions de temporalité, hein, on revient là-dessus. Vous dites, la société actuelle souffre, je vous cite, hein, c'est pour ça que je regarde mes notes, d'une chronopathologie collective. Et c'est ce constat qui vous a amené à développer ce concept que j'évoquais tout à l'heure de fugitisme. C'est le moment de nous expliquer ce que c'est et quel lien vous faites du coup entre le fugitisme, le numérique, l'IA. Oui. Alors, le fugitisme, c'est la fuite du réel par l'hyperconnexion.
C'est d'imaginer que finalement, on aurait pris un espèce de vaisseau spatial et on est parti dans une autre dimension, qui est cette dimension numérique. Comme je l'explique souvent, le numérique est atemporel avec le A privatif. Donc il n'y a aucune temporalité. La seule temporalité, c'est la batterie, la connexion Wi-Fi et le contenu. Comme on sait qu'il est infini, le flux est infini, donc c'est vraiment une éternité. On disait Internet, éternel, c'est un petit peu les mêmes mots. Donc on est vraiment dans un espace complètement atemporel, un peu comme dans les casinos, où il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de fenêtre. Donc on perd la notion du temps et finalement on est... on est juste dans l'instant de ce qui se passe et on perd tous nos repères humains, parce que nous sommes faits de temporalité et c'est là où on se perd en fait. Oui, c'est ça. Le problème, c'est pas juste d'être distrait, c'est de ne plus éprouver le temps. Oui, et de ne plus être dans son réel. En fait, de base, quand l'outil vient s'inviter dans notre réel pour l'utiliser, c'est formidable. On en a besoin. On l'utilise et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Le réel est devenu l'intrus. Ça veut dire qu'on est en hyper-connexion et on fait des pauses pour aller travailler, pour aller à l'école, pour faire ses devoirs et hop, on y revient. Et donc, il y a une espèce de fracture qui est en train de se faire aujourd'hui, qui est inquiétante, entre le réel et le numérique, pour dire que finalement, le numérique, c'est tellement super, on a beaucoup de plaisir, on a beaucoup de dopamine, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, on a beaucoup de dopamine, donc on est dans un instant de plaisir permanent, on est dans la pulsion, et le réel serait devenu cette espèce d'ennui, finalement, qu'il faudrait fuir, qui est lent, qui est plein de qui n'a pas autant de ressources, et ça devient vraiment le problème, c'est ça la fuite du réel. Alors j'avais épinglé cette phrase qui est affichée à l'écran depuis un petit moment déjà. Elle m'avait interpellée en vous lisant, donc je vous la partage. Nous ne savons plus attendre, différer, digérer. Nous voulons tout de suite, sans creux, sans silence. L'ennui, dites-vous, est devenu suspect. Le vide est pathologisé. Mais, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais vous faire réagir, à fuir ces creux du temps, nous fouillons aussi notre propre intériorité. Nous devenons des êtres en fuite de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que l'ennui, aujourd'hui, est devenu quelque chose d'extrêmement inquiétant, alors que finalement, l'ennui, c'est juste la pause entre une activité et une autre aussi. Tout est devenu... Même la pause, en fait, aujourd'hui, s'intitule ennui. Le peu de temps qui reste d'une réflexion à une autre, ça devient ennui. Moi, je suis une enfant des années 80 et c'est pas nouveau ça, hein, le fait de pointer l'ennui. Oui. Ça fait longtemps qu'on dit les enfants, par exemple, savent plus s'ennuyer. Il faudrait qu'ils aillent grimper aux arbres, voir les libellules. Ils sont toujours plantés devant la télé. C'est ce qu'on disait il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est la même situation, mais on est planté devant l'écran de l'ordinateur, du smartphone. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui est pire, j'ai envie de dire? Pire, c'est que c'est l'angoisse, en fait. C'est qu'ils n'arrivent plus à être dans leur pensée, dans leur quotidien. Et comme ça crée un espèce de vide qui n'est jamais investi, le réel n'est pas investi, dès qu'ils s'y retrouvent, ils s'y sentent angoissés. Et l'humain de plus en plus. On parle beaucoup de cette notion de temps d'écran. Aujourd'hui, tout le monde est là en train de dire alors c'est quoi le temps d'écran, combien il faut de temps d'écran, on paramètre des temps d'écran, et ça a été une grande catastrophe en fait de parler de cette notion de temps d'écran, parce que le temps d'écran n'existe pas. Le temps d'écran, c'est le temps du réel utilisé à faire des écrans. On dit pas, tiens, c'est le temps des devoirs, c'est le temps du brossage de dents, c'est le temps... Non, on a inventé cette unité temporelle qui est vraiment propre au numérique pour dire, nous avons le droit à notre vie réelle et à notre vie numérique. Sauf que ce temps-là n'existe pas et ça a créé un dosage, un espèce de dosage où on voit qu'il nous faudrait ce temps d'écran et on va le prendre jusqu'à la dernière goutte. Alors, on va rapatrier, j'ai envie de dire, cette conversation dans le monde du travail, hein, puisque c'est bien le propos qui nous rassemble aujourd'hui. Comment ces phénomènes ils se traduisent dans le monde du travail, justement? C'est quoi aujourd'hui les principaux impacts du numérique sur la santé mentale des salariés qui viennent vous consulter? Quels sont ces mots des temps modernes dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des histoires individuelles qui vous ont particulièrement marqué?
parce qu'elles sont graves ou parce qu'elles sont vraiment révélatrices, emblématiques de ce que vous dénoncez? Oui, moi j'observe beaucoup de burn-out silencieux, c'est-à-dire presque admis. La personne est en hyperconnexion, elle ne fait absolument plus la différence de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas. Elle a peur de toujours être en faute si elle n'a pas regardé ce qui se passait. Si elle a viré de l'argent en se faisant avoir, comme le capitaine Hofniers nous expliquait tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc en fait, elle est toujours en train de courir sur la connexion, à suivre le rythme que proposent les IA et que propose ce numérique. Et elle n'a plus le temps de réfléchir. Et moi, ce que me disent les gens, c'est je fais. Je comprends même plus le sens pour lequel je fais. Et d'ailleurs, ils retrouvent la même chose quand ils sont à la maison. Ils font les choses, ils savent même plus vraiment, ils n'ont plus de sens, ils n'ont plus d'ancrage, et ils ont juste l'impression qu'ils doivent. C'est un peu le lapin d'Alice. C'est Alice qui court derrière le lapin en fait. Et ils sont toujours en train de dire, je dois courir après le lapin. Pourquoi ils savent pas. Je suis en retard. Ouais. Comment on peut du coup arriver à faire la différence entre une utilisation saine des outils numériques, compte tenu de tous les bénéfices qu'ils peuvent aussi apporter, on en a déjà listé quelques-uns à travers les interventions précédentes, donc une utilisation saine versus un usage problématique dans un cadre professionnel. Tout à l'heure, je demandais au capitaine Hofniers de nous donner quelques trucs et astuces pour gérer le numérique. À vous, je demande s'il y a des signaux d'alerte à ne pas ignorer chez un collègue, chez un collaborateur, des choses qui nous font dire oh là là, ça dérape, on a besoin de recentrer, accompagner la personne, la sortir de cette situation dans laquelle elle s'enfonce. Oui, quelqu'un qu'on voit tout le temps, qui est tout le temps hyper connecté, qui a tout le temps besoin d'aller vérifier, quelqu'un qui va aussi échapper les moments de réunion, de présentiel, qui va avoir tendance à demander beaucoup de télétravail ou à s'absenter des moments de réunion, quelqu'un aussi qui va être assez nerveux, parce que ça rend nerveux d'être tout le temps en train de courir après les informations, après ce bien faire là et de ne rien rater. Donc on sent aussi qu'il y a de la tension, il y a du manque de concentration, parce qu'on sait qu'on a une charge cognitive qui est limitée à la journée. Donc forcément, quand on traite beaucoup de numérique, il y a un moment où on n'arrive plus à se concentrer et à plus faire le discernement entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc on a des personnes qui sont très nerveuses, qui perdent vite le contrôle d'elles-mêmes, qui sont hyper fatiguées aussi parce qu'elles vont se connecter tard. Marjorie le disait tout à l'heure, pour être... Marjorie Oui, c'est Marjorie. Marjorie Cannon. Oui, c'est ça. Oui. Pour être à la page, il faudrait presque être la nuit. Mais je vous assure qu'il y a plein de gens qui sont très tard la nuit, qui vont vérifier s'il n'y a pas eu quelque chose parce qu'elles sont tombées de sommeil sur leur mail le soir. Ça porte un nom d'ailleurs, Fear of Missing Out. Et donc elles ont peur dans la nuit, elles se réveillent tout d'un coup en disant est-ce que j'ai eu un mail, et elles vont se réveiller hyper tôt. Le manque de sommeil. Est-ce que ça se soigne, docteur? Non, il faut remettre de l'humain parce que là on est concrètement dans une déshumanisation. Donc on suit le rythme de la machine. Donc en fait, pour répondre aussi à votre question, c'est vraiment il faut remettre de l'humain. Plus il y a de numérique, plus il faut remettre de l'humain. Il faut remettre des espaces, il faut remettre des pauses. L'idée, c'est pas de se connecter moins, c'est d'être plus. Voilà, ça c'est vraiment le plus important. Remettre des pauses, remettre du collectif aussi, parce qu'on sent que cette tendance à s'absenter du monde, c'est aussi à s'isoler, en creux, c'est ce que vous nous dites. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on devrait aussi créer des espaces offline en entreprise? Écoutez, avant il y avait les cybercafés, parce qu'il n'y avait pas assez de... L'illimité a été une catastrophe, L'illimité a été le basculement. À partir quand c'est illimité, après, on perd toute limite. Donc, de toute façon, avant, il y avait les cybercafés parce qu'on avait des forfaits limités. Aujourd'hui, on est en illimité et on crée des cafés offline, une inversion. Donc, en effet, ce qui peut être intéressant, c'est de créer des espaces
des lieux dans l'entreprise où il n'y a pas de connexion, en fait. Ce qui va être important, c'est de remettre des horaires. On parle beaucoup de durée, mais moi, je crois qu'on est surtout sur une question d'horaire. Notre rythme, notre vie, notre quotidien est fait d'horaires. Le réel, ce sont des horaires. Donc, remettre des horaires. Par exemple, il n'y a pas, par exemple, on ne consulte pas les mails de telle heure à telle heure parce qu'il y a un moment où on a le droit de... Donc, forcément, le droit à la déconnexion, ça vous parle? Oui, le droit à la déconnexion, mais même d'aller encore plus loin, c'est-à-dire vraiment par des horaires, comme un magasin qui ouvre, qui ferme. On a le droit à un moment de passer aussi à autre chose et d'avoir ses pauses. Autre piste intéressante, se reconnecter à son corps, proposer au sein des entreprises des activités qui permettent de se rappeler qu'on n'est pas qu'un esprit. Oui, tout à fait. Qu'on n'est pas qu'un cerveau. Tout à fait. Après, chacun, il y en a qui font du yoga, il y en a qui mettent de la méditation. En tout cas, voilà, c'est important d'avoir des espaces où il n'y a pas de connexion. Chacun, il fait ce qu'il a envie d'en faire. Les entreprises qui peuvent proposer quelque chose pour la détente du corps, évidemment, c'est très bien. Et puis, il faut sortir surtout de cette immédiateté aussi, qui est terrible, qui n'existe pas pour nous humains. On ne peut pas être tout le temps dans l'immédiateté. Ça peut être ponctuel, mais vivre en permanence dans l'immédiateté, c'est anxiogène. Et un appel à l'éloge de la lenteur aussi, un peu. Ralentir, en fait. Moi, je pense que la solution, c'est d'accepter de ralentir. Sinon, on va rentrer à suivre le rythme de la machine. Et au lieu d'être dans le progrès, on va être dans la régression, on va revenir au taylorisme. Hein. Les chefs d'entreprise, ils entendent ça sera ma dernière question, ou c'est encore des vœux pieux de votre part? Vous sentez une écoute de la part des chefs d'entreprise quand vous formulez des recommandations de ce type-là? Oui, ils commencent à s'y intéresser, mais parce qu'ils voient qu'il y a un épuisement mental. Voilà. Merci beaucoup Karine Deleuze d'avoir déroulé ces intéressants concepts avec nous ce matin. Pareil, si vous avez envie de continuer la discussion en one-to-one avec Karine, ça sera possible notamment pendant la pause de milieu de matinée ou ce midi. On remercie s'il vous plaît Karine Deleuze pour sa présence sur scène ce matin.